Bonjour, alors on se retrouve pour parler d'un sujet qui touche absolument toutes les entreprises, de la petite start-up qui démarre à la multinationale bien établie, la croissance. Tout le monde veut grandir, c'est une évidence, mais la vraie question c'est comment s'y prendre. Il existe une carte stratégique, et aujourd'hui on va explorer ensemble les grands chemins possibles. La croissance, c'est un peu le moteur de n'importe quelle boîte. Mais la question qui vaut de l'or, celle qui donne des mots de tête aux dirigeants, ce n'est pas pourquoi grandir, mais bien comment. Comment fait-on concrètement? Quelle direction prendre? Et la réponse, bien sûr, elle tient en un mot, la stratégie. Il ne s'agit pas juste de foncer, mais de réfléchir, de dessiner une trajectoire. On peut voir ça, oui, comme une carte routière avec plusieurs options, et chaque route a ses avantages et ses dangers. Alors, comment on lit cette fameuse carte? En fait, c'est assez simple. Il y a deux grands leviers sur lesquels on peut jouer. Les produits qu'on vend et les marchés qu'on vise. Pour chacun, on a le choix. Soit on reste sur ce qu'on connaît déjà, soit on se lance dans quelque chose de nouveau. Et quand on croise ces quatre possibilités, eh bien on obtient les quatre grandes stratégies de base. C'est notre point de départ. Allez, première grande route possible, la spécialisation. Là, l'idée, c'est de choisir d'aller en profondeur plutôt qu'en largeur. On cherche à devenir le meilleur, l'expert absolu dans son domaine. Bon, la spécialisation, qu'est-ce que c'est au juste? C'est une idée à la fois simple et très très puissante. On met toutes ses billes au même endroit. On concentre toutes ses forces, toutes ses ressources sur un seul métier, un seul produit. L'objectif final, c'est de devenir la référence, le leader que personne ne peut plus ignorer. Mais attention, se spécialiser, ça ne veut pas dire une seule chose. On peut le faire de manière étroite, en se focalisant sur une toute petite niche, un produit très précis ou même une seule ville, ou alors on peut avoir une approche plus extensive. On garde notre savoir-faire, mais on l'applique à des marchés plus grands ou à de nouveaux clients. Les avantages de cette stratégie peuvent être énormes. En se concentrant, on devient plus gros, plus efficace, on fait des économies d'échelle, ce qui veut dire qu'on produit à moindre coût. Résultat, on peut devenir bien plus performant que les concurrents qui s'éparpillent, et vraiment s'imposer comme le patron du marché. Mais, il y a un mais, et il est de taille. C'est un pari risqué, le fameux « tous ses œufs dans le même panier ». Ça rend l'entreprise hyper vulnérable. Imaginez une crise sur ce seul marché, une nouvelle technologie qui débarque, et tout peut s'écrouler. Passons maintenant à la deuxième grande voie. C'est l'exact opposé de la première, la diversification. Ici, on ne cherche plus à creuser plus profond, mais au contraire à élargir son horizon, à explorer de tout nouveaux territoires. La diversification, ce n'est pas un bloc unique. On peut la découper en trois grandes familles. Il y a l'intégration, où on cherche à contrôler ses fournisseurs ou ses distributeurs. Il y a la diversification liée, où l'on va vers des métiers qui ressemblent un peu aux nôtres. Et enfin, il y a la diversification non liée, et là, c'est le grand saut dans l'inconnu. Prenons un instant pour regarder l'intégration verticale. L'idée est assez simple, on veut maîtriser plus de maillons de la chaîne de production. Soit en amont, par exemple en rachetant ses fournisseurs pour sécuriser ses matières premières, soit en aval, en contrôlant sa propre distribution pour être plus proche du client final. Mais alors, pourquoi prendre le risque de se diversifier? D'abord, pour la sécurité. Ne plus dépendre d'un seul secteur, c'est quand même plus rassurant. Ça peut aussi être une question de survie si le marché d'origine commence à s'essouffler. Et puis, si c'est bien fait, ça peut créer des synergies, partager des coûts et au final, améliorer la rentabilité de tout le groupe. Le défi, par contre, est immense. Gérer des métiers qui fonctionnent avec des règles complètement différentes, c'est un vrai casse-tête. Le plus gros risque, c'est de trop s'éparpiller, de disperser ses ressources et de finir moyen partout, mais excellent nulle part. Voilà pour la diversification. Troisième et dernière grande route stratégique, l'internationalisation. Après avoir joué sur les produits et les métiers, on s'attaque maintenant à la géographie. L'objectif, ni plus ni moins, partir à la conquête du monde. Partir à l'international, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est souvent un processus graduel. On peut commencer tout doucement, en exportant simplement ses produits depuis son pays. Et puis, si ça marche bien, on peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à construire ses propres usines sur place, ce qui représente un engagement financier bien plus lourd, évidemment. Et pourquoi on fait ça? Les raisons sont multiples. Parfois, c'est pour exploiter un avantage qu'on a, comme une technologie unique, mais à l'échelle du monde entier. D'autres fois, c'est pour aller chercher des coûts de production plus bas ou des matières premières spécifiques. Et puis, ça peut aussi être une façon d'échapper à des règles trop strictes dans son propre pays. Pour qu'une stratégie internationale réussisse vraiment, il faut souvent une combinaison de trois types d'avantages. D'abord, un avantage spécifique. Qu'est-ce qui me rend unique? Ma technologie, ma marque. Ensuite, un avantage de localisation.
Pourquoi aller là-bas en particulier? Pour les coûts, l'accès à un marché, et enfin un avantage d'internalisation. Pourquoi je devrais le faire moi-même plutôt que de laisser un partenaire local s'en occuper? C'est toute la question du contrôle. Bon, on a vu les trois grandes directions, la spécialisation, la diversification et l'internationalisation. Mais une fois qu'on a choisi cette destination, il reste une question absolument cruciale. Comment on y va? Quel véhicule va-t-on utiliser pour ce voyage? Pour faire simple, il y a deux manières de procéder. La première, c'est la croissance interne. Là, l'entreprise décide de tout développer à elle-même, avec ses propres équipes, ses propres ressources. C'est la logique du «je construis». Et à l'opposé, il y a la croissance externe, où l'on va chercher dehors les compétences ou les ressources qui nous manquent. C'est la logique du «j'achète» ou «je m'associe». La croissance externe, c'est souvent le choix de la vitesse. C'est vrai, pourquoi passer des années à développer une technologie si on peut tout simplement racheter la société qui la possède déjà? C'est un moyen hyper rapide de gagner des parts de marché, d'acquérir des compétences et de prendre de vitesse tous ses concurrents. C'est un vrai coup d'accélérateur. Tout ça, finalement, nous ramène à cette phrase de Nathalie Gards, dont les travaux ont servi de base à cette analyse. Elle nous dit que le rôle du stratège, ce n'est pas juste de chercher la croissance pour la croissance. Non, c'est de dessiner un chemin qui va permettre à l'entreprise de durer, de survivre et de prospérer sur le très long terme. Alors voilà, spécialisation, diversification, internationalisation. Trois voies, trois philosophies, chacune avec ses promesses et bien sûr ses dangers. C'est le choix entre ces options ou une combinaison intelligente des trois qui va vraiment dessiner l'avenir d'une entreprise. La question finale est donc pour tout le monde, si le stratège c'était vous, quel chemin traceriez-vous?